maintenant sur la posture corporelle, puisque évidemment, on l'a vu, tout ce qui concerne le faciès, l'expression faciale, les sourires, les regards, c'est plus compliqué. Il s'agit, avec le Covid et le port du masque actuellement, de davantage jouer sur sa posture corporelle. Alors on l'a vu, bien sûr, il y a la distance avec les élèves, tout en gardant les gestes barrières et en limitant la proximité physique, puisque l'idée c'est également de se préserver. Mais chaque posture va avoir une signification et peut induire chez les élèves une signification. Si vous êtes en train d'être dans une posture d'observation, de recul, de mise en retrait, si vous êtes assis, à genoux, debout, tout ça induit chez les élèves une signification. Par exemple, là, dans cette situation... Est-ce que vous comprenez ce que je note aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions sur la notation? Là, on voit que l'enseignante, elle est à genoux, elle est face à ses élèves. Et il s'agit de la volonté d'être au même niveau que les élèves et de faire en sorte qu'ils se sentent capables de poser des questions, parce qu'il n'y a pas ce décalage un petit peu de posture entre l'enseignant et les élèves. Et donc là, elle est vraiment dans cette volonté qu'ils puissent s'exprimer un peu d'égal à égal concernant les dispositifs évaluatifs sur lesquels ils seront évalués. À l'inverse, on va voir là, ici... En équipe, on écoute. Attendez. Vous voyez là, il y a déjà du bruit, j'ai pas envie de m'époumoner aujourd'hui. D'accord? Donc je vais certainement pas hurler. S'il y a du bruit, on écoute attentivement. Donc là, on voit que cet enseignant a une cohérence de tous ses canaux pour éviter une communication paradoxale. Il est en situation d'évaluation, il n'a pas eu le temps de tous les évaluer sur la séance précédente. On est toujours de nouveau dans le gymnase qui est extrêmement mal insonorisé, qui fait énormément de bruit, qui est très haut de plafond, donc le son a tendance à monter. Et du coup, son but, c'est d'être extrêmement rapide dans la mise en place de son évaluation pour passer directement à ces processus d'évaluation. Donc là, il sent qu'ils sont un peu dispersés, on est presque à la veille de vacances. Et donc, il se dit que tout de suite, il faut qu'il reprenne en charge le groupe pour essayer d'être très efficace au niveau temporel. Donc là, il s'approche le plus près possible des élèves. On voit que là, c'est vraiment comme s'il voulait peser à travers une pression physique sur le groupe. De la même façon, on voit que sa posture rigide signifie « je ne suis pas disponible », les bras croisés. Et puis là, avec le doigt levé, c'est « je suis très pointilleux » et vraiment, j'ai des principes à énoncer qui ne sont pas discutables. Et dans la manière dans son intonation également, il ne monte pas forcément le volume, donc il ne force pas sur sa voix. Par contre, il a une voix qui est extrêmement sèche dans son intonation pour pouvoir montrer qu'il n'attend pas que ça discute et que ça échange à cet instant-là. Pourtant, on le voit bien quand au début, il discute avec 2-3 élèves qui l'interpellent. Il leur dit gentiment « ce n'est pas le moment, attendez ». Et puis derrière, hop, il se met en scène, corporellement, il se donne une image du professeur là, à ce moment-là, qui n'est pas disponible. On sait à quel point les communications non verbales expriment des émotions, des sentiments, des valeurs, on l'a déjà dit. Et on voit qu'ici, le non-verbal va renforcer, crédibiliser le message verbal lorsqu'elles sont adaptées. Ce sont des postures dont l'enseignante n'avait pas forcément conscience, mais c'est pour vous montrer avec un recul et une position extérieure que finalement, elles sont assez révélatrices, si on était élève, de si elle est disponible ou pas pour l'enseignant, s'il est disponible ou non pour pouvoir interagir avec lui. Là, quand c'est au milieu du groupe et puis qu'on est vraiment dans une position relâchée, loin de tous les élèves, on voit que chaque élève est pris dans ses préoccupations, ses priorités. Là, la proxémie fait que si les 2 élèves interprètent l'enseignante, celle-ci est disponible par la distance réduite et par l'attention portée spécifiquement à ces 2 élèves-là, ici avec la distance réduite. Là, on va voir également qu'il y a ce qu'on appelle la synchronie interactionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'on est en interaction, il y a tendance à avoir une attitude des élèves et de l'interactant, l'enseignant, qui vont devenir plus ou moins identiques. Multicolore, il y a 2 rangées.
plus au fond, derrière. Derrière les buts. Donc là, on voit que l'enseignant, non seulement il y a l'interaction, il y a la synchronie interactionnelle avec quand il va s'arrêter en mettant les mains sur ses hanches, plusieurs élèves vont adopter les mains sur les hanches, mais plus encore, on voit l'utilisation du silence qui est extrêmement important. Notamment, les enseignants débutants ont du mal à exploiter parce qu'ils ont peur des déviances possibles pendant ce temps de silence. Sauf que ça devient un outil au service de l'enseignement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et également, au-delà des silences qui sont marqués, on voit que dans l'intonation de l'enseignant, il attire l'attention des élèves. Il a un débit qui est très faible, qui est marqué par des temps de pause pour vraiment attirer l'attention de tous. On n'a pas que ça à faire. En fait, on va pas Arrête de parler, Quentin, là. Arrête de parler, là. Ah bon? Non, j'ai pas envie. Les gamins, moi je dis ça, cacher la c'est qu'elle a ton la Non, j'ai pas envie de crier, ça sert à rien si vous n'êtes pas. Non seulement utiliser un rituel qu'elle a mis en place où elle décide de ne pas prendre la parole tant que les élèves ne sont pas attentifs et parlent, elle reste totalement dans sa ligne de fonctionnement, elle se tait et on entend les élèves qui disent chut, qui s'autorégulent seuls et puis ensuite elle rentre malgré tout dans un fonctionnement où elle explique aux élèves qu'elle attend d'eux le silence et que c'est pas en criant qu'elle l'obtiendra, donc qu'elle n'a pas envie de forcer sur sa voix. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'il faut être amené à faire dans cet enseignement très explicite. Donner du sens à nos actions aux élèves, pas simplement dans les apprentissages, bien entendu, mais également dans le code de fonctionnement qui est celui qu'on souhaite adopter, donc la signification portée à chacune de ces étapes-là. On va utiliser la barre de son hauteur comme un balancier. Comme un balancier et aussi... Comme un balancier et aussi pour pouvoir être maintenu par des camarades de chaque côté. Donc là, on voit dans ce passage que l'enseignante, si elle commence sur un volume sonore qui est assez élevé, tout de suite, elle s'en rend compte et elle bascule sur un niveau sonore plus faible. Et comme les élèves réagissent, elle fait une pause, elle n'hésite pas. Donc d'où encore l'importance de la pause, du silence, pour marquer son autorité. Avec son visage et son masque, il va être plus en plus difficile de faire la grimace, montrer que par une expression faciale qu'on n'est pas content ou faire les gros yeux à ses élèves. La voix va devoir être encore plus nuancée et modulée pour pouvoir signifier un petit peu toutes les émotions ressenties. Donc, quelques notions supplémentaires que j'ai envie de partager. Alors, l'effet lombard, c'est ce qu'on appelle c'est un phénomène de modification de la prononciation humaine où il y a une fréquence, un allongement des voyelles, un volume sonore qui augmente, une articulation qui s'opère pour compenser la présence de bruit environnement. Souvent, ça se produit de manière inconsciente et c'est quand celui qui est en train de parler, qu'on appelle le locuteur, va adapter automatiquement sa façon de parler pour que son ou ses interlocuteurs puissent le comprendre au mieux malgré le bruit. Par exemple, quand vous êtes dans un repas de famille, que vous commencez à discuter et qu'à côté, du coup, ça commence à parler plus fort, on se met à parler plus fort et donc on vient compenser respectivement le bruit fait par les micro-groupes. Idem quand on est dans un restaurant ou dans un environnement bruyant. L'utilisation de la connaissance de cet effet lombard permet de l'utiliser en sens inverse, c'est-à-dire que souvent on a tendance, quand les élèves parlent, à vouloir parler un peu plus fort pour combler leurs propos et donc on augmente son volume sonore en tant qu'enseignant. Avoir conscience du fait qu'il risque de parler encore plus fort pour couvrir le bruit que nous, en tant qu'enseignants, on fait, même de manière involontaire, ça permet de renverser le processus et de se dire si les élèves sont en train de parler,
je vais parler un petit peu moins fort comme ça. Du coup, ils vont être obligés de tendre l'oreille ou de se taire pour inversement, progressivement, diminuer le volume sonore sur lequel, le volume par lequel j'interviens. Donc il y a une adaptation des élèves qui peut s'opérer lorsque le silence est bien exploité et lorsque surtout, avec l'expérience, vous êtes amené à échanger et discuter sur ce que vous attendez quand vous faites silence. Ça permet pour l'enseignant de s'économiser et c'est aussi un rituel comme un autre qui permet parfois de gagner du temps et puis surtout d'éviter de forcer sur ses cordes vocales. Bien sûr, c'est un apprentissage des règles de vie et de fonctionnement. C'est pas magique, sinon ça se saurait. Lorsque un enseignant a un volume sonore qui parle faiblement, on est sur des classes silencieuses et on se rend compte également que souvent, si les enseignants parlent très fort, c'est pour combler un volume sonore de la part des élèves qui est très élevé. Donc comme on sait qu'on est dans un processus interactif, c'est important et intéressant que l'enseignant apprenne aussi à moduler le volume de sa voix, parler moins fort. On travaille dans des conditions qui sont relativement difficiles, avec des environnements variés, à l'extérieur. Quand on est à la piscine, le chlore qui peut irriter les cordes vocales, mais on en reviendra spécifiquement. Quand on est dans une salle de tennis de table, ou un dojo, ou encore un gymnase, ou encore sur un terrain extérieur, d'où l'importance d'optimiser le mode de fonctionnement pour rassembler ses élèves, pour les interpeller lorsqu'on veut rajouter des consignes. Qu'est-ce que je dois faire pour apprendre à m'économiser et optimiser au mieux toutes mes communications non verbales pour obtenir ce que je souhaite rapidement. Qui me rappelle ce que c'est que le démarquage. On a... Chut. Je donne la parole, les autres vous vous taisez. Chut. Valentine. Donc on voit la place des emblèmes, de la douceur de la voix qui permet de réguler. Et donc, c'est important d'être cohérent au niveau du non-verbal. On voit également, dans le but de conserver le contrôle, la place que peut avoir le non-verbal. On a vu que dans l'ordre, il fallait qu'on soit... Quentin, viens devant là. Donc, la place que pouvait avoir le non-verbal pour expliciter ses intentions, pour expliquer ce qui ne va pas sans avoir besoin d'être fâché ou de crier fort pour expliquer que l'enseignant n'est pas satisfait. Il le montre par ses communications non-verbales et ça peut enchaîner. Au moment où l'enseignant fait ses gros yeux, on entend l'élève qui dit « mais j'ai rien fait, monsieur ». Donc l'enseignant n'a pas besoin de parler pour montrer qu'il a identifié quel était l'élève qui ne respectait pas la jeune fille qui fait son évaluation en art du cirque. Comme la jeune fille est en train de passer, il n'a pas envie d'interpeller plus explicitement l'élève et donc le non-verbal suffit pour donner des feedbacks négatifs. Dépêche-toi. Je viens de te dire quoi là? Si je te fais une remarque, c'est pas pour changer? Je le faisais après. Non, t'as continué la même chose. C'est quoi les éducatifs? Bah, monter les genoux, t'as l'enfant, c'est pas changé. Faut les tracter et course jambes tendues. Ouais. Bah, Donc c'est parti. Je te regarde. Je te regarde. Donc dans cette situation, on voit que l'élève cherche à rompre la distance personnelle que l'enseignant a instaurée avec lui et que l'enseignant, par le contrôle avec ses doigts à distance de bras, cherche à maintenir justement cette distance d'1 mètre pour montrer que c'est bien à l'élève qui s'adresse et il y a une forme de pression qui se met en place et l'élève sent que quand il est dans la sphère personnelle de l'enseignant, ça devient difficile et donc il cherche à reculer systématiquement alors que l'enseignant, lui, maintient cette distance-là.